Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu n'as rien à faire ici. » Alors même que j'avais payé l'intégralité de leur mariage. J'ai souri. Et j'ai passé quelques coups de fil. Ils sont arrivés au devant le néant. Pas de nourriture. Pas de fleurs. Pas de mariage. On ne m'humilie pas en s'attendant à une fin heureuse. Au mariage de mon frère, je me tenais devant le lieu de réception que j'avais payé. 30 000 $ de planification, d'acompte et d'effort. Mon nom figurait sur chaque contrat, la nourriture, les fleurs, la salle, le gâteau, même les fichues housses de chaise. J'avais tout payé. Je ne demandais pas d'éloge, je n'attendais même pas de discours. Je pensais juste m'asseoir tranquillement au fond, à regarder mon unique frère épouser la femme qu'il prétendait aimer. Mais quand je suis arrivé, habillée sobrement, souriante, un cadeau bien pensé à la main, sa fiancée s'est approchée de moi avec un regard à glacer le sang. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu n'as rien à faire ici. » Elle n'a pas chuchoté. Elle n'a pas attendu que nous soyons seuls. Elle l'a dit assez fort pour que 2 invités et ma propre mère l'entendent. Et mon frère, lui, il est resté là, sans me défendre, sans broncher. Il m'a juste laissé partir comme une étrangère. Il pensait que j'allais pleurer, peut-être faire une scène. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis parti calmement, je me suis assise dans ma voiture et j'ai sorti mon téléphone. En moins de 10 minutes, j'avais annulé chaque service lié à ce mariage. Parce que voici la vérité, on ne dit pas à la personne qui a payé pour votre grand jour qu'elle n'a rien à y faire en s'attendant à ce que tout se passe comme prévu. Vous êtes sur le point d'entendre l'histoire complète de comment j'ai transformé leur mariage de rêve en un désastre total. Et croyez-moi, le moment où les invités arrivent dans une salle vide, ce n'est même pas le meilleur. Restez avec moi. Je m'appelle Claire Preston, j'ai 38 ans, je suis célibataire et je dirige un petit cabinet comptable prospère à Portland. Sur le papier, vous diriez probablement que ma vie est bien rangée, un revenu décent, une maison tranquille et pas de scandale majeur à mon actif. Mais si vous demandez à ma famille, j'ai toujours été la responsable, pas la préférée. Et il y a un monde de différence entre les deux. En grandissant, mon jeune frère Daniel était le soleil autour duquel notre famille tournait. C'était le petit dernier, le « Golden Boy ». Intelligent, mais pas particulièrement travailleur, seulement quand il en avait envie, mais charmant, toujours. Même quand il oubliait de nourrir le chien ou ramenait des mots de retenue, on lui trouvait des excuses. « C'est juste un garçon », disait ma mère en riant. « Laisse-le vivre. » Tu n'as jamais été comme ça, Claire. Non, en effet. Parce qu'on ne me le permettait pas. Dès mes 9 ans, alors que Daniel en avait 4, il est devenu très clair que mon rôle dans la famille était de m'adapter, d'être patiente, de céder. La phrase préférée de ma mère était « Claire, tu es l'aînée, tu devrais être plus raisonnable. » Que ce soit pour laisser à Daniel le dernier biscuit, me taire quand il cassait mon cadeau d'anniversaire, ou faire semblant que ça ne me dérangeait pas qu'on le félicite pour des choses que j'avais faites avant lui, ma vie est devenue une série de renoncements silencieux. Toute une vie c'est comme ça que ça marche dans les familles. Au lycée, le fossé entre nous était indéniable. Daniel luttait pour se maintenir à flot, scolairement et socialement, pourtant chaque étape qu'il franchissait était traitée comme un miracle. J'ai été diplômé avec mention, j'ai intégré une grande université avec une bourse, et mes parents sont à peine venus à la cérémonie. Mon père devait travailler, ma mère avait un rhume, et Daniel avait son entraînement de baseball. Je me souviens, assise dans ma toge, regardant les autres familles couvrir leurs enfants de fleurs et de câlins, pendant que je souriais poliment en me disant que ça n'avait pas d'importance. Si, ça en avait. Énormément. Pourtant, je n'ai jamais dit un mot. C'était mon rôle, après tout. La Claire silencieuse et autonome, celle qui n'avait pas besoin d'éloges, pas besoin d'aide, et certainement pas besoin de faire de scène. Alors j'ai enfoui mon ressentiment, en me disant que Daniel avait juste besoin de plus d'attention, que peut-être, si je continuais à être présente, il finirait par me voir aussi. Après l'université, j'ai construit ma propre vie, brique par brique. Je n'ai pas demandé un centime à mes parents. J'ai eu 2 emplois, j'ai vécu dans un 2 pièces et j'ai fini par ouvrir mon propre cabinet. Quand Daniel a abandonné l'université pour se trouver, mes parents n'ont pas sourcillé. Quand il a eu un accident de voiture et a eu besoin d'un prêt, ils lui ont envoyé 5 000 $ sans hésiter. Je ne leur ai pas demandé pourquoi je n'avais jamais eu ce genre d'aide. Je connaissais déjà la réponse.
tu es celle pour qui on n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est que vers la fin de la vingtaine que j'ai réalisé à quel point ce schéma s'était gravé en moi. Même dans mes relations, je jouais le rôle de la soignante. Je suis sorti avec un homme pendant 4 ans qui me faisait régulièrement sentir comme une option secondaire. Quand ça s'est terminé, il m'a dit, tu es géniale, Claire, juste pas assez excitante. Et ça m'a blessé plus profondément qu'il ne l'imaginait probablement. Parce que pendant la majeure partie de ma vie, on m'avait appris qu'être stable, généreuse et fiable n'était pas quelque chose à célébrer. C'était quelque chose d'attendu. Et ça ne me rendait pas aimable, ça me rendait oubliable. Cette rupture m'a fait plus de mal que je ne l'ai laissé paraître. Ce qui piquait le plus, c'était le sentiment d'avoir encore perdu, sans même avoir joué le jeu. J'avais donné, j'avais sacrifié, j'avais été présente, et je me retrouvais quand même seule. Je me souviens, assise sur le sol de ma cuisine ce soir-là, avec une bouteille de vin, me demandant à quel moment j'étais devenue invisible pour les personnes qui étaient censées me voir en premier. Mais j'ai continué à préserver la paix. J'appelais ma mère chaque semaine, je me souvenais des anniversaires, je venais aux événements familiaux avec des cadeaux attentionnés. Je posais des questions sur les entretiens d'embauche de Daniel, je l'encourageais quand il a décroché un poste de vendeur dans une concession automobile, et je l'ai même aidé à refaire son CV quand il s'est fait licencier. Je me disais que c'était simplement ce que les grandes sœurs faisaient. Quand il a rencontré Madison, sa fiancée, j'ai essayé de faire bonne impression. Elle était plus jeune, soignée, toujours sur son téléphone. Elle travaillait dans une sorte d'événementiel, bien qu'elle n'ait jamais expliqué exactement quoi. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a toisé du regard, ce que j'ai mis sur le compte de la nervosité. Mais même alors, quelque chose dans son attitude me rappelait les gens qui me voyaient comme utile, mais pas digne d'intérêt. Pourtant, quand ils se sont fiancés, je n'ai pas hésité. Mon premier instinct n'a pas été la jalousie ou l'hésitation. C'était, comment puis-je aider? Parce que malgré tout, je voulais en faire partie. Je voulais compter. J'ai proposé d'aider à l'organisation, non pas en tant que sœur aînée contrôlante, mais comme quelqu'un qui avait déjà fait ce genre de choses et qui voulait sincèrement que la journée se déroule sans accroc. Quand ils ont hésité sur les finances, les coûts de la salle, du traiteur, de la photographie, j'ai dit, laissez-moi m'en occuper. Considérez ça comme mon cadeau de mariage. Ils étaient stupéfaits. Daniel m'a prise dans ses bras. Madison a pleuré. Ma mère a dit, Claire, c'est si généreux de ta part. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être peut-être entré dans le cercle autour duquel j'avais toujours gravité. Mais j'aurais dû me souvenir que, dans ma famille, la générosité n'était jamais réciproque, elle était attendue. Et l'amour ne se manifestait pas par l'effort, il était distribué à ceux qui le réclamaient le plus fort. Je ne le savais pas à l'époque, du tout ce que je pensais avoir construit chaque pont, chaque rameau d'olivier, chaque sacrifice silencieux était sur le point d'être réduit en cendres. Et tout commencerait par 8 mots simples, prononcés au mariage, tu n'as rien à faire ici. Et cette fois, je n'allais pas partir en silence. C'est environ 6 mois après ce moment décisif et silencieux, seul dans ma cuisine après ma rupture, que Daniel m'a appelé pour me dire qu'il était fiancé. Je me souviens, je regardais la pluie couler sur la vitre de la cuisine, une tasse de café refroidissant dans ma main, quand l'écran s'est allumé avec son nom. Il n'appelait pas souvent, généralement juste des textos rapides ou de courtes réponses dans le groupe de discussion familiale. Alors j'ai répondu immédiatement, m'attendant à quelque chose de banal. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par une excitation pure. Elle a dit oui, a-t-il crié dans le téléphone. J'ai cligné des yeux. Qui? Madison, a-t-il ri. On est fiancés. Il y a eu une pause, brève mais révélatrice. Peut-être attendait-il que je crie, que je pleure de joie, que je demande des détails. Mais ma réaction instinctive a été de dire quelque chose qui semblait à la fois sincère et étrangement répété. Je suis heureuse pour toi, Daniel. Et je l'étais. Ou du moins, je voulais l'être. J'ai rencontré Madison pour la première fois 2 semaines plus tard, quand ils m'ont invité à dîner. Elle a choisi l'endroit, moderne, chic, branché. Le genre d'endroit où le vin est servi dans des verres de la taille d'un bocal à poisson et où les amuse-gueules ressemblent à des œuvres d'art. Elle était polie, parfaitement posée et, à première vue, semblait gracieuse. Mais il y avait une raideur dans son sourire, une froideur dans son ton chaque fois qu'elle se tournait vers moi. Elle m'appelait, Claire, avec la même énergie que vous utiliseriez pour vous adresser à une réceptionniste.
Pourtant, j'ai fait l'effort. J'ai demandé comment ils s'étaient rencontrés, comment il avait fait sa demande, comment se passait l'organisation du mariage. Madison donnait des réponses brèves et efficaces, dissimulant à peine son agacement lorsque Daniel l'interrompait avec une blague ou un souvenir. Elle riait, mais pas avec ses yeux. J'avais déjà vu des femmes comme elle. Soignées, composées et calculatrices en silence. Après le dîner, j'ai proposé de payer l'addition. Elle n'a pas protesté, ne m'a même pas remercié. Elle a simplement hoché la tête comme si c'était attendu. Plus tard dans la nuit, Daniel m'a appelé en privé et a avoué qu'il paniquait un peu à cause du budget du mariage. Ils avaient regardé des salles, des forfaits traiteurs et des photographes, mais tout était outrageusement cher. Elle veut que ce soit parfait, a-t-il dit, presque en s'excusant. Mais je viens de commencer ce travail et ces contrats en freelance ne sont pas stables. On pense peut-être réduire la voilure ou repousser d'1 an. J'ai écouté en silence pendant quelques secondes, puis je me suis surprise moi-même. Tu sais quoi, ai-je dit. Laisse-moi aider. Il y a eu une autre pause, mais cette fois, elle était lourde d'incrédulité. Je suis sérieuse, ai-je continué. Laisse-moi couvrir les frais. En tant que ta sœur, et en tant que quelqu'un qui veut te voir heureux. Je paierai pour le mariage. Tu es sérieuse. Complètement. Salle, traiteur, gâteau, photographe, fleurs, tout ce que vous voulez. Sans condition. Considérez ça comme mon cadeau. J'ai entendu son souffle se couper. Claire, c'est... Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Promets-moi juste une chose. Quoi? Fais-en un jour mémorable. C'est tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de discours, je n'ai même pas besoin d'être sous les projecteurs. Je veux juste être là, à te regarder entrer dans le prochain chapitre de ta vie. Il est resté silencieux un moment, puis il a murmuré. Je t'aime, sœurette. C'était l'une des rares fois où je l'ai entendu dire ça sans y être poussé. Au cours des semaines suivantes, la logistique a commencé. J'ai demandé à Madison son tableau Pinterest, sa palette de couleurs préférée, le genre de lieu qu'elle voulait. Elle a répondu de manière quelque peu mécanique, avec des liens et des photos, généralement transmis par Daniel. Les quelques fois où je l'ai contactée directement, elle était polie mais sèche. J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage. J'ai signé les contrats, payé les acomptes et m'assuré que tous les fournisseurs avaient mon nom, mon numéro et mon email comme contact principal. Mon avocat m'a aidé à rédiger une clause simple dans chaque contrat, pas de transfert, pas de modification, pas d'ingérence de tiers sans mon accord écrit. Non pas que je m'attendais à une trahison, mais parce qu'après une vie passée à être le personnage de second plan, j'avais appris à me préparer à l'inattendu. Un après-midi, alors que nous finalisions la réservation de la salle, un magnifique domaine juste à l'extérieur de la ville avec des jardins luxuriants et une salle de réception au plafond de verre, Daniel est passé me remercier. Il a apporté des fleurs, ce qui était rare, et m'a fait un câlin silencieux et reconnaissant. Je ne sais pas comment on pourra jamais te rembourser, a-t-il dit. Vous n'avez pas à le faire, lui ai-je répondu, et je le pensais. Je n'ai besoin de rien, sauf de vous voir heureux. C'est le seul retour que je veux. C'est à ce moment-là que j'ai prononcé les mots qui allaient plus tard résonner dans ma tête plus fort que n'importe quelle dispute. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, Daniel. Je veux juste te voir remonter l'allée et commencer ta vie. Je ne suis pas là pour être remarqué. Je suis juste là pour aider. Et je le pensais. Chaque mot. À ce moment-là, je croyais faire quelque chose de généreux, de fraternel, de juste. Je n'avais aucune idée que ce simple acte d'amour serait la chose même qu'ils utiliseraient pour me mettre à l'écart. Mais cette prise de conscience ne viendrait que bien plus tard. À l'époque, tout ce que je pouvais ressentir, c'était de l'espoir, un sentiment chaleureux et grandissant de but. Avec le recul, j'aurais dû prêter plus d'attention à la façon dont les yeux de Madison croisaient à peine les miens, à la façon dont ses remerciements arrivaient toujours par un intermédiaire, à la façon dont son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses dents. Mais je ne l'ai pas fait. Je venais de leur remettre les clés d'un mariage parfait et, en retour, tout ce que je demandais, c'était une place dans la pièce. La semaine après avoir signé le dernier contrat de fournisseur, j'ai reçu un appel de Madison. Sa voix était inhabituellement douce, presque théâtrale. Je voulais te demander quelque chose, dit-elle. Quelque chose de spécial. J'étais dans la salle de pause de mon bureau, tenant un déjeuner passé au micro-ondes que je n'avais plus envie de manger.
Bien sûr, ai-je répondu. Qu'est-ce que c'est? J'adorerais que tu sois ma demoiselle d'honneur. J'ai marqué une pause, surprise. Jusqu'à ce moment, Madison n'avait pas montré beaucoup d'intérêt à m'inclure. La plupart de nos interactions passaient par Daniel ou par de courts emails laconiques sur la logistique. Mais maintenant, soudainement, elle voulait que je sois à ses côtés le jour le plus photographié de sa vie. C'est vraiment gentil de ta part, ai-je dit lentement. Elle a ri légèrement. Eh bien, tu as déjà tellement fait, c'est tout simplement logique. Quelque chose dans sa façon de le dire semblait transactionnel, comme une carte de remerciement distribuée par obligation. Mais j'ai repoussé ce sentiment et j'ai dit oui. Au cours des semaines suivantes, je me suis investi à fond dans ce rôle. Si je devais être incluse, je serais présente à 100%. J'ai pris des notes sur des blogs de mariage, créé des tableurs pour le planning de la répétition, aidé à rechercher des coiffeurs et des fleuristes. Quand elle hésitait sur les couleurs, j'ai créé des planches d'inspiration dans des tons de lilas et de sauge, des couleurs qu'elle avait un jour qualifiées d'élégantes. J'ai même proposé de réserver un essai de maquillage professionnel pour elle et les demoiselles d'honneur, le payant moi-même lorsque le devis s'est avéré plus élevé que prévu. Elle a à peine réagi à tout cela. Parfois, j'envoyais une idée à un centre de table élégant, une option de nouveaux fournisseurs, une ébauche de discours touchants et tout ce que j'obtenais en retour était un pouce levé ou un simple « merci ». D'autres fois, je découvrais qu'elle avait déjà pris des décisions dans mon dos. J'ai passé 2 heures à organiser des pauses potentielles pour une séance photo de la mariée, pour découvrir qu'elle avait engagé quelqu'un d'autre avec une vision complètement différente. Quand je lui en ai parlé, en essayant de garder un ton léger, elle a dit « Oh, je ne voulais pas te déranger avec tous les petits détails. » J'ai souri et dit que je comprenais. Mais ce n'était pas le cas. Daniel n'était pas d'une grande aide non plus. J'ai commencé à remarquer à quel point il évitait souvent mes appels ou répondait à mes textos des heures plus tard avec des excuses peu convaincantes. « Désolé, c'est la folie en ce moment », a-t-il écrit un après-midi. « On te mettra dans la boucle bientôt », a-t-il dit une autre fois. Une fois, alors que je passais à leur appartement à l'improviste pour déposer des échantillons de tissu, Daniel a ouvert la porte, m'a vu et a hésité, juste un instant. Mais c'était suffisant. À l'intérieur, Madison riait lors d'un appel vidéo avec quelqu'un. L'ambiance était légère, insouciante. Ma présence a changé l'énergie. Elle a coupé le son de l'appel, s'est levée et a souri, un sourire trop large. « Claire, tu aurais dû nous dire que tu venais. » Je ne pensais pas en avoir besoin. Ils ont échangé un rapide regard, puis m'ont offert de l'eau. Je suis restée 10 minutes gênante, faisant semblant de ne pas remarquer l'attention. Plus tard dans la nuit, je me suis assise sur le bord de mon lit, parcourant le groupe de discussion des demoiselles d'honneur auquel Madison m'avait ajouté. La plupart de l'organisation et des décisions semblaient s'y dérouler sans ma participation. J'ai vu une photo de nouvelles robes de demoiselles d'honneur d'une couleur complètement différente de ce que nous avions convenu. Personne ne m'avait dit un mot. J'ai envoyé un texto à Daniel en privé, et, je voulais juste vérifier, on reste sur le lilas? Le groupe de discussion dit rose poudré maintenant. Il n'a répondu que le lendemain. Ouais, Madison a changé d'avis. Désolé, tout s'est passé rapidement. Quelque chose était en train de changer, et je pouvais le sentir. Pas d'une manière dramatique, comme un coup de foudre. C'était plus lent, plus froid, comme une porte se refermant doucement derrière moi alors que j'étais encore à l'intérieur. J'ai décidé d'être direct. Je les ai appelés tous les deux un dimanche matin et j'ai demandé si nous pouvions parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Madison était impeccablement habillée, comme toujours, avec un blazer blanc impeccable et un rouge à lèvres assorti à sa manucure. Daniel avait l'air fatigué, tripotant le couvercle de sa tasse de café. J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais juste demander, est-ce que tout va bien? Daniel a jeté un coup d'œil à Madison. Elle ne l'a pas regardé, ses yeux sont restés fixés sur sa boisson. Je veux dire, j'ai l'impression de marcher sur les pieds de tout le monde ces derniers temps, ai-je continué, choisissant mes mots avec soin. Vous êtes distant, et certaines décisions sont prises sans moi. Madison a levé les yeux, son sourire poli mais vide. Claire, nous apprécions tout ce que tu as fait, vraiment. Mais l'organisation d'un mariage est stressante et parfois les choses vont vite. Il ne faut pas le prendre personnellement. Je ne suis pas contrarié, ai-je dit doucement. Juste confuse. Je pensais que nous formions une équipe.
Daniel a finalement pris la parole. Ce n'est rien, Claire, honnêtement. Tu en as fait plus qu'assez. Ne te stresse pas avec ça. Cela aurait dû me rassurer, mais ce ne fut pas le cas. Je me suis rassise sur ma chaise, tenant mon café à 2 mains comme s'il pouvait m'ancrer. J'ai hoché la tête, souri et dit que je comprenais. Mais en rentrant chez moi cet après-midi-là, j'avais le cœur lourd. Quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. Pourtant, je me suis dit que je réfléchissais probablement trop. Peut-être que j'étais juste fatigué. Peut-être qu'il était normal que les mariées deviennent contrôlantes, que les mariés se désintéressent, que les choses semblent compliquées avant le grand jour. Alors j'ai laissé tomber. Parce qu'à ce moment-là, je croyais encore au meilleur en eux. Et je croyais encore que j'avais une place à leur table. Une semaine s'est écoulée après cette rencontre au café. Je m'étais convaincu que les choses allaient se calmer, que j'avais peut-être trop réfléchi, que la gêne disparaîtrait une fois le stress des préparatifs du mariage retombé. Alors j'ai continué à consulter le groupe de discussion, à partager une idée de temps en temps et à essayer de rester optimiste. Puis, un soir, alors que je finissais de dîner et que je parcourais mon téléphone, je l'ai vu. Madison venait de publier une nouvelle photo sur Instagram. C'était un selfie lumineux et très filtré d'elle et d'une autre femme que je reconnaissais vaguement d'un des essayages de robe. Elle tenait des flûtes de champagne, toutes pomponnées, sous une guirlande de lumière. La légende disait, « Ma demoiselle d'honneur, je ne pourrais pas imaginer ce jour sans toi. » Mes mains se sont figées en plein défilement. Je l'ai lu à nouveau, puis une 3e fois, pensant que j'avais peut-être mal compris. Mais le sens était douloureusement clair. Ce n'était pas moi. Pas d'appel, pas de message, pas d'explication. Juste remplacé, publiquement, silencieusement, comme si je n'en avais jamais fait partie. Je suis resté là, à regarder l'écran, le cœur battant. J'ai parcouru les commentaires. Les gens félicitaient Madison, complimentaient la nouvelle demoiselle d'honneur. Pas une seule mention de moi. Pas un mot sur le changement. J'ai été effacé, sans préavis. J'ai appelé Daniel immédiatement. Il a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche, sa voix désinvolte, comme si de rien n'était. « Et Claire, tout va bien? Tu as vu la publication de Madison? » Il y a eu une pause. « Ouais. Pourquoi personne ne m'a prévenu? » Il a soupiré, comme si j'en faisais toute une histoire. « Écoute, Madison sentait qu'elle avait besoin de quelqu'un de plus proche, tu sais, comme une meilleure amie, pas juste de la famille. J'étais la demoiselle d'honneur, ai-je dit lentement. Elle me l'a demandé. J'ai aidé pour tout, la planification, les paiements, les échéanciers. Je sais, et nous apprécions vraiment ça, m'a-t-il coupé rapidement. Mais c'est plus quelque chose de symbolique pour elle. Tu es toujours invité, tu auras une place à la cérémonie. Ma gorge s'est serrée. Une place. Tu sais ce que je veux dire, a-t-il dit, balayant la question. Tu fais toujours partie de la famille. Ce mot a résonné à mes oreilles comme une moquerie. J'ai raccroché peu de temps après. Il n'a pas essayé de me rappeler. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, incapable de dormir, fixant le plafond tandis que le poids de tout cela m'oppressait. Il ne s'agissait pas seulement du titre. Il s'agissait d'être rejeté sans même une conversation, d'être utilisé pour mon soutien, mon temps, mon argent, puis mis de côté quand les projecteurs se sont allumés. Le lendemain, je suis allé voir ma mère. J'avais besoin de quelque chose, du soutien, de la compréhension, n'importe quoi. Elle était assise dans son fauteuil, feuilletant un magazine, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Elle a soupiré, sans même lever les yeux. Claire, ne ramène pas tout à toi. Ce n'est pas ce que je fais. Mais ne trouves-tu pas ça étrange qu'elle ne me l'ait même pas dit? Elle est sous pression. C'est son grand jour. Peut-être qu'elle avait juste besoin de quelqu'un qu'elle connaissait depuis plus longtemps. J'ai tout payé, maman. Et c'était généreux de ta part, mais tu l'as fait par amour, n'est-ce pas? Alors ne le leur reproche pas. Parfois, il vaut mieux laisser les choses aller. Tant que le mariage se déroule dans le calme, c'est ce qui compte. Ces mots m'ont blessé d'une autre manière. Ils confirmaient ce que j'avais toujours su mais n'avais jamais voulu affronter, pour eux, mon rôle était de donner en silence, sans plainte, sans reconnaissance. Même maintenant,
même quand j'étais clairement blessé, on attendait de moi que je reste silencieuse, que je sois mature, que je laisse les autres prendre la vedette, peu importe ce que cela me coûtait, littéralement et émotionnellement. J'ai hoché la tête lentement, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je savais que rien de ce que je dirais ne la ferait changer d'avis. Elle voyait toute contestation comme un drame, tout sentiment de blessure comme une faiblesse. À ses yeux, j'étais toujours la grande sœur qui devait maintenir la paix. Quand j'ai quitté sa maison, je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, j'ai garé la voiture dans l'allée et je suis resté assise là. Ce n'est que lorsque la maison a été plongée dans le noir et que je me suis retrouvé seul que cela m'a frappé. Un chagrin silencieux, du genre qui ne vient pas avec des larmes ou des sanglots, juste une douleur sourde qui s'enroulait autour de ma poitrine et rendait tout plus lourd. Ils n'avaient pas seulement changé le titre. Ils avaient changé le message. Je n'étais pas assez importante pour être informée. Je n'étais pas digne d'une explication. J'étais assez bonne pour financer le conte de fées, mais pas assez bonne pour en faire partie. 3 jours ont passé. Je n'avais pas parlé à Daniel. Je n'avais pas regardé les réseaux sociaux de Madison. J'essayais, sans grand succès, de revenir à la normale, d'agir comme si je n'avais pas été effacé de l'histoire du mariage de mon propre frère. Le travail aidait un peu, mais la douleur restait logée au fond de ma poitrine, comme quelque chose de trop lourd à avaler. Je n'arrêtais pas de repasser les événements dans ma tête, cherchant un moment où j'aurais pu mal interpréter la situation. Mais tout indiquait une seule vérité, j'avais été remplacé, et personne ne se souciait assez pour m'expliquer pourquoi. Puis, un jeudi après-midi tranquille, Vanessa a appelé. Vanessa était mon amie depuis l'université, bien que nous nous soyons éloignés ces dernières années. La vie, le travail, la distance, ça arrive. Mais quand j'ai vu son nom clignoter sur mon téléphone, j'ai décroché immédiatement. Sa voix était chaleureuse mais hésitante. Claire, salut. Je viens de voir la publication sur le mariage de Madison. Je ne savais pas que tu étais impliqué. J'ai ri sèchement. Je l'étais. Je ne le suis plus. Elle a de nouveau hésité, comme le fait quelqu'un qui sait que ce qu'il s'apprête à dire va rouvrir une blessure. Je dois te dire quelque chose, et je suis désolé de ne pas avoir fait le rapprochement plus tôt. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à propos de Madison, dit-elle doucement. J'ai réalisé quelque chose. Tu te souviens quand Eric et toi avez rompu? Eric. Son nom m'a frappé comme une gifle. C'était ma plus longue relation, celle avec qui j'avais imaginé une vie. Nous avions été ensemble pendant près de 3 ans avant qu'il ne mette fin aux choses brusquement. Pas de tromperie, pas de grosses disputes, il a juste dit qu'il n'était plus amoureux. J'avais passé des mois à me blâmer, me demandant si j'avais été trop exigeante ou pas assez. Oui, bien sûr que je me souviens. Ai-je dit avec prudence. Vanessa a pris une profonde inspiration. Après votre rupture, je l'ai croisé dans un bar. Il était avec quelqu'un. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque, mais maintenant, en voyant le visage de Madison sur toutes ses publications de mariage, ça a fait tilt. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne le dise. Claire, je suis presque certaine que la femme pour qui il t'a quitté était Madison. Je n'ai pas parlé. Mon esprit s'emballait, faisant défiler de vagues souvenirs, essayant de faire correspondre les détails. Je me souvenais qu'Eric avait agi étrangement ce dernier mois, sortant tard, changeant ses mots de passe, évitant toute conversation sérieuse. Je me souvenais d'une fois où il avait laissé son téléphone face contre table sur le comptoir, et quand il s'était allumé, j'avais vu un nom que je ne reconnaissais pas, M. Je pensais que c'était une collègue. Tu es sûr, ai-je demandé, la voix tendue. J'en mettrai ma main à couper, a dit Vanessa. Et le timing correspond. Elle vivait dans le même quartier, travaillait dans cette agence de marketing en ville. J'aurais dû te le dire plus tôt, je n'ai simplement pas fait le rapprochement. Tout autour de moi semblait soudainement plus bruyant, le bourdonnement du frigo, une voiture qui passait dehors, le tic-tac de l'horloge sur le mur. J'avais froid. Elle savait qui j'étais. Ai-je dit, presque pour moi-même. Quoi? Madison, ai-je murmuré. Elle savait que j'étais l'ex d'Eric depuis le début. Elle savait que j'étais Claire. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Des images défilaient dans mon esprit, ses sourires polis, ses yeux distants, la façon dont elle avait toujours été un peu trop composée, trop préparée. J'avais pensé qu'elle était simplement coincée,
mais maintenant je voyais ce que c'était, du contrôle. Elle avait mené un jeu sur le long terme. Elle ne m'avait pas simplement retiré de la liste des demoiselles d'honneur par préférence. Elle n'avait jamais voulu que je sois là. Elle savait qui j'étais et a quand même dit oui quand Daniel nous a présentés. Elle m'a laissé financer tout son mariage en sachant très bien ce qu'elle m'avait fait des années auparavant. Je me suis levé, arpentant la pièce, l'adrénaline commençant à monter dans mes membres. Il n'y avait plus d'excuses, plus de balayage d'un revers de la main. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une mariée stressée par le choix des draps. C'était délibéré. Tout le changement soudain de demoiselle d'honneur, le silence, la distance de Daniel prenait maintenant un sens terrifiant. Elle n'allait jamais me laisser faire partie de cette journée. Elle avait souri à travers tout ça, joué la gentille juste assez longtemps pour obtenir ce qu'elle voulait de moi. Et je le lui avais donné volontiers, croyant que nous construisions quelque chose d'honnête. J'ai serré la mâchoire, tremblante, en tenant le téléphone plus fermement. Vanessa était toujours en ligne. « Claire, je suis tellement désolé. »« Ne le sois pas, » ai-je dit doucement. « Tu viens de m'aider à voir les choses clairement. » Et je le pensais. Parce que maintenant, pour la première fois depuis le début de ce gâchis, je n'étais pas confuse. Je n'étais pas blessée. Je ne me remettais pas en question. J'étais en colère. Et la colère, quand on a passé toute sa vie à être silencieuse, obéissante et négligée, est dangereuse. Parce qu'une fois qu'on a été vraiment trahi, on arrête de poser des questions. On commence à prendre des décisions. Claire n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, après la révélation de Vanessa. Elle avait passé des heures à rejouer de vieux souvenirs avec une nouvelle clarté. Les sourires aux lèvres pincées de Madison, ses esquives constantes, la façon dont elle semblait toujours savoir à quelle distance se tenir pour éviter toute connexion réelle. Claire a réalisé qu'elle avait tout mal interprété. Madison ne l'avait pas simplement exclue, elle avait planifié cela, patiemment, de manière calculée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'air du matin était encore frais quand Claire s'est réveillée, les yeux secs mais l'esprit d'une clarté effrayante. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas arpenté la pièce. Elle a simplement pris une douche, s'est habillée et s'est fait un café. Elle avait une journée tranquille devant elle, et elle allait faire en sorte que chaque minute compte. Le message est arrivé juste après 8 heures. Il venait du numéro de Madison, bien que clairement composé dans ce ton stérile qui masquait la cruauté sous la politesse. Le genre qui habille l'exclusion de soi et fait de la trahison une formalité. « Salut Claire, j'espère que tu vas bien. » Après discussion, Daniel et moi avons décidé de faire un mariage en petit comité. Nous avons décidé de ne pas inclure la famille élargie ni personne en dehors du cortège. Nous apprécions vraiment tout ce que tu as fait et espérons que tu comprendras. Cordialement, Madison. Claire l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Pas d'appel, pas de conversation. Juste un texto. Après toute la planification, les paiements, les heures passées à examiner les arrangements floraux et à goûter les gâteaux. Même pas la décence d'un appel téléphonique. Et Daniel? Rien. Elle a attendu 15 minutes avant de lui envoyer un texto directement. C'est vrai? Pas de réponse. Une autre heure a passé. Claire a regardé le dernier message qu'elle lui avait envoyé, des jours auparavant, et a vu qu'il était toujours marqué comme « lu ». Il l'avait vu. Il avait choisi le silence. Son téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Madison. Juste pour clarifier, ce n'est rien de personnel. Nous voulons juste garder les choses simples et sans drame. Nous espérons que tu pourras respecter notre décision et ne pas apporter de stress inutile à la journée. Le pouce de Claire a survolé l'écran. Elle n'a pas écrit de paragraphe. Elle n'a pas posé de questions. Elle a répondu par 5 mots. Alors, je jouerai mon rôle. Elle a posé le téléphone, a pris une autre gorgée de son café, puis a tendu le bras sur le comptoir de la cuisine et a sorti le dossier de mariage soigneusement organisé qu'elle avait constitué au cours des derniers mois. Chaque contrat, chaque facture, chaque acompte, chaque reçu. Chacun imprimé à son nom. Pas Daniel. Pas Madison. Claire. Elle a ouvert son ordinateur portable, a retrouvé les fils de discussion, a surligné la liste des fournisseurs, salles, traiteurs, fleuristes, photographes, digi, location, pâtissier, coordinateur. Elle a pris le téléphone et a appelé la salle en premier. Une femme nommée Heather a répondu joyeusement.
Bonjour, centre d'événements Willow Heights, Heather à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, a dit Claire calmement. C'est Claire Preston. J'appelle concernant le mariage Mitchell du 17. J'aimerais annuler la réservation. Je comprends que la compte n'est pas remboursable. Il y a eu une pause. Le ton de Heather a légèrement changé. Oh, je vois. Puis-je demander la raison? Changement de plan, a répondu Claire. Et en tant que seule détentrice du contrat, j'aimerais que toute correspondance passe par moi. Personne d'autre n'est autorisé à faire des mises à jour. Compris. Je vous enverrai un email de confirmation dans l'heure. Claire l'a remercié et a raccroché. Elle a expiré lentement, puis est passée au traiteur. Puis au fleuriste. Puis à la société de location de tentes. Le DJ était confus mais obligeant. Le photographe a semblé surpris mais professionnel. Le pâtissier était poli, bien que légèrement agacé. Chaque appel érodait ce que Madison et Daniel avaient passé des mois à organiser, mais que Claire avait vraiment construit. Parce qu'ils avaient créé un fantasme, oui, mais c'était Claire qui l'avait financé, signé, sécurisé. Et maintenant, d'une main ferme et chirurgicale, elle le démantelait. Pas avec rage, pas en criant. Avec précision. En début d'après-midi, c'était fait. Claire se tenait dans sa cuisine, regardant les notes qu'elle avait griffonnées sur un bloc-notes jaune. Une douzaine de noms barrés, des heures notées, des emails confirmés. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas juré. Elle s'était simplement retirée. Et ce faisant, elle avait retiré tout le reste. Il la voulait hors du tableau. Soit. Elle allait effacer sa présence si complètement qu'il sentirait le froid de son absence comme une tempête de vent. Parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient à propos des personnes silencieuses. Nous n'explosons pas. Nous ne faisons pas de spectacle. Nous calculons. Et quand le moment vient, nous nous assurons que le silence frappe plus fort que n'importe quel cri. La veille du mariage, le téléphone de Claire était silencieux. Trop silencieux. Elle s'était à moitié attendue à un texto de Daniel, peut-être un message passif-agressif de Madison. Mais il n'y avait rien. Juste le silence. Claire n'était pas surprise. Ce silence n'était pas la paix, c'était l'ignorance. Il ne savait toujours pas. Vers midi, ça a commencé. Daniel était allé à la salle pour rencontrer le coordinateur pour une dernière vérification. C'était censé être un bref arrêt, juste pour confirmer l'installation et revoir le timing. Au lieu de cela, il a été accueilli par un portail fermé à clé et un gardien perplexe. Pas de mariage ici demain, avait dit l'homme. La réservation a été annulée il y a des jours. Daniel a pensé que c'était une erreur. Il a passé des appels. Personne n'a décroché. Il a fait le tour par l'entrée de service pour trouver la pelouse nue. Pas de tente, pas de camion de fleurs, pas de livraison. Aucune activité. Rien. C'est là qu'il a compris. Non seulement que quelque chose n'allait pas, mais que tout avait disparu. Il a appelé Madison. Elle a crié avant même de dire bonjour. Claire ne savait pas exactement ce qui s'était dit, mais elle a imaginé la voix de Madison monter dans ce ton aigu et strident qu'elle avait toujours masqué par une fausse douceur. Madison a essayé d'appeler le traiteur. Le numéro a sonné puis a été transféré vers la messagerie vocale. Elle a appelé le fleuriste, annulé. Le photographe, parti. La mère de Madison a essayé de joindre la société de location. La messagerie vocale l'a informé que la réservation avait été annulée conformément aux termes du contrat. Puis, enfin, le téléphone de Claire a sonné. Ce n'était pas Madison. Ce n'était pas Daniel. C'était leur mère. Claire a fixé l'écran pendant qu'il vibrait. Elle l'a laissé sonner une fois, 2 fois, puis elle a répondu. La voix de sa mère est sortie, sèche et paniquée. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Claire n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris une profonde inspiration, debout près de la fenêtre de son appartement, regardant les voitures passer dehors. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a répété sa mère, plus fort cette fois. Daniel dit que le mariage est ruiné. Tout a été annulé. C'est toi qui es derrière ça. La voix de Claire était stable, calme, presque trop calme. Tu devrais demander aux personnes que tu as choisi de défendre à ma place. Sa mère a marqué une pause. Claire, c'est le mariage de ton frère.
La voix de Claire a baissé d'un octave. Oui. Celui que j'ai payé. Celui dont on m'a désinvité. Tu exagères, a sifflé sa mère. C'est le grand jour de Madison. Tu as fait passer ton message. Non, a coupé Claire, sa voix d'acier maintenant. Je ne l'ai pas encore fait. Il y a eu un silence si épais qu'il semblait bourdonner. Le ton de sa mère a changé. Il parle d'une action en justice. Le cousin avocat de Daniel a dit que tu pourrais être tenu responsable des dommages. Claire s'est dirigée vers sa cuisine, a pris le dossier du mariage toujours posé sur son comptoir. Elle a ouvert la pochette avant et a sorti la pile de contrats signés. Elle les avait déjà scannés, compilés dans un PDF soigné, étiqueté et horodaté. Je viens de t'envoyer un email, a dit Claire. Ouvre-le. Sa mère a tâtonné à l'autre bout du fil. Une pause, puis une voix basse étendue. Ils sont tous à ton nom. Tous, a répondu Claire. Salle, traiteur, location, fleurs, musique, photographie. Tout. Tu ne leur as jamais rien transféré. Non. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'ont jamais demandé. Et après tout, j'étais toujours censé être impliqué, n'est-ce pas? Sa mère est restée silencieuse à nouveau. Claire pouvait entendre des voix en arrière-plan, Madison sanglotant, Daniel criant dans son téléphone. Ils ont essayé de m'exclure de mon propre investissement, a dit Claire. Alors je l'ai retiré. Sa mère semblait plus petite que Claire ne l'avait jamais entendue. Ils n'ont plus rien maintenant. Des invités arrivent par avion demain. Les gens s'attendent à. Ils auraient dû y penser avant de m'envoyer ce message. Sa mère a tenté une dernière fois. Claire, ça va te suivre. Les gens vont parler. Qu'ils parlent. Claire a raccroché. Elle n'a pas claqué le téléphone. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a posé doucement, est retournée à la fenêtre et est restée là, silencieuse, à regarder les ombres se déplacer dans la rue. Demain était censé être leur jour parfait. Maintenant, ce serait le jour où ils apprendraient qu'on n'écarte pas la personne qui tient toutes les ficelles. Pas sans être prêt à tout voir s'effondrer. La mairie, un vendredi après-midi, n'était pas censé être un lieu tragique, mais il y avait quelque chose d'indéniablement creux dans l'air ce jour-là. Le hall sentait le produit à polir et les fleurs fanées. Un petit groupe d'invités se déplaçait à voix basse, avec des regards confus, essayant de comprendre pourquoi le grand mariage avait été réduit à une salle gouvernementale exiguë avec des chaises pliantes et un juge dans une robe noire démodée. Claire est arrivée en avance. Elle ne portait pas de noir. Ce n'était pas un enterrement, même si ça y ressemblait. Elle portait une simple robe bleu marine, élégante et discrète. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de fioritures. Elle se tenait au fond de la pièce, inaperçue de la plupart, et elle préférait ça. La salle n'avait ni musique, ni décoration. Juste une rangée de chaises en métal, une longue table avec quelques documents et un bouquet qui semblait avoir été acheté dans une épicerie. Les invités chuchotaient entre eux. Certains avaient l'air irrités, d'autres déconcertés. Les parents plus âgés, en particulier, semblaient confus, s'attendant clairement à quelque chose de plus grandiose. Madison est entrée la première, s'accrochant fermement au bras de Daniel. Ses cheveux étaient relevés à la hâte, son maquillage légèrement bavé autour des yeux. Son expression était tendue, son sourire forcé. Daniel avait l'air pire, pâle, renfermé, les yeux fuyants comme s'il cherchait une sortie. Claire n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'est simplement tenue contre le mur du fond, les bras doucement croisés, observant. La cérémonie a commencé sans grand préambule. L'officier d'état civil s'est éclairci la gorge et a commencé à lire le texte standard. Pas de musique, pas de cortège, juste des mots qui semblaient de plus en plus vides. Claire a remarqué les regards de côté, les gens qui chuchotaient en la reconnaissant. Elle pouvait le voir dans leurs yeux. Des questions se formaient, la confusion montait. Certains invités baissaient les yeux sur leur programme, comme si le papier pouvait offrir des réponses. Mais il n'y avait pas de programme. Rien n'avait été prévu. Puis est venu le moment que personne n'attendait. Beverly, la tante de Linda, Daniel et Claire, s'est levée au deuxième rang. 72 ans, veuve 2 fois, avec une personnalité qui lui avait valu d'être bannie du loto pour son honnêteté agressive. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement regardé les mariés et a dit.
Personne ne va rien dire? Le juge s'est arrêté au milieu d'une phrase. Tout le monde s'est retourné. Madison s'est figé. Beverly a croisé les bras. Vous avez mis votre sœur à la porte. Celle qui a tout payé. Elle est juste là, et on est censé rester assis ici et faire semblant que ce n'est pas humiliant? Une inspiration brusque a parcouru la salle. Daniel avait l'air d'avoir reçu un coup en pleine poitrine. Madison a ouvert la bouche, puis l'a refermée, son visage devenant encore plus pâle. Beverly a continué, imperturbable. J'ai annulé mon opération de la hanche pour assister à votre mariage. On m'avait dit que ce serait à Willow Heights. J'ai acheté une nouvelle robe, dépensé de l'argent pour un hôtel, et maintenant nous sommes tous assis dans un tribunal parce que vous n'avez pas pu être décent envers la personne qui a rendu tout cela possible. Quelques personnes ont murmuré. Claire a vu l'oncle Richard hocher lentement la tête en signe d'approbation. Pourtant, elle n'a pas parlé. Elle a simplement soutenu le regard de Beverly, offrant le plus léger des sourires. Un merci sans mots. Madison a finalement chuchoté, on ne voulait pas. Mais Beverly l'a coupé. Non, vous le vouliez. Chaque seconde. N'osez pas insulter notre intelligence. Claire n'était même pas obligée de venir aujourd'hui, mais elle l'a fait. Et la façon dont vous la regardez en ce moment, comme si c'était elle le problème, honte à vous. Les épaules de Daniel se sont affaissées. Ses mains tremblaient alors qu'il fixait ses chaussures. Le juge, mal à l'aise, s'est de nouveau éclairci la gorge. Devons-nous continuer? Personne n'a répondu. Claire aurait pu parler à ce moment-là, aurait pu remuer le couteau dans la plaie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'en avait pas besoin. La salle avait tourné. Pas de fureur, mais de la déception, une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait été perdu, que des vœux ne pourraient jamais récupérer. La cérémonie s'est poursuivie en boitant. Les mots ont été prononcés, les papiers signés. Pas d'applaudissements, pas de joie. Juste une fin froide et bureaucratique à ce qui avait été un rêve. Alors que le couple posait à contre-cœur pour une photo devant la mairie, Claire est sortie par l'entrée latérale. Elle ne s'est pas attardée. Elle n'a pas dit au revoir. Son silence était plus fort que n'importe quel discours. Et pour une fois, Daniel n'était pas l'enfant chéri. Tout le monde avait vu la vérité, et elle était sortie par la porte dans une robe bleu marine, la tête haute. Claire ne s'attendait pas à devenir virale. Elle ne savait même pas qu'une vidéo existait jusqu'à ce que sa collègue lui envoie un texto le lundi matin avec les mots « Ma belle, tu es sur TikTok, et c'est magnifique ». La vidéo avait été publiée par l'une des jeunes cousines, une adolescente douée en technologie qui avait enregistré le moment désormais célèbre à la mairie, lorsque tante Beverly s'est levée et a publiquement interpellé Daniel et Madison. L'image était tremblante, prise depuis un téléphone serré trop fort dans des mains nerveuses, mais le son était clair. La voix de Beverly résonnait, « Vous avez mis votre sœur à la porte. Celle qui a tout payé. Elle est juste là, et on est censé rester assis ici et faire semblant que ce n'est pas humiliant ?» À la fin du clip, on pouvait voir le visage blême de Daniel, le sourire figé de Madison, et Claire, debout silencieusement à l'arrière, le regard fixe, l'expression impassible. La vidéo a explosé du jour au lendemain. D'abord quelques centaines de vues, puis des milliers. À la fin de la journée, elle avait dépassé le quart de million. En milieu de semaine, elle comptait plus de 2 millions de vues et était repostée sur toutes les plateformes avec des hashtags comme hashtag échec de mariage, #DSR sponsor et hashtag dramé à la mairie. Et les commentaires, brutaux, implacables et entièrement du côté de Claire. Imagine ne pas inviter la personne qui a payé pour ton mariage. Je l'annulerai aussi. Elle a tout payé et s'est fait virer. Non, moi, j'aurais tout brûlé. Justice pour Claire. La mariée a l'air sur le point de pleurer parce que le karma est arrivé en talons aiguilles. Même de grands créateurs ont commencé à commenter la vidéo, réagissant avec indignation, soutien et incrédulité. Un thérapeute familial a fait une analyse de la dynamique. Un avocat a expliqué que Claire avait tout à fait le droit légal d'annuler. Un influenceur financier populaire a salué la retenue de Claire, la qualifiant de « vengeance la plus silencieuse, la plus froide et la plus méritée ». Les réseaux sociaux de Madison se sont transformés en champ de bataille. Son Instagram, autrefois soigneusement organisé avec des photos filtrées et des légendes joyeuses, a été inondé de commentaires furieux et d'émojis sarcastiques. Elle a essayé de désactiver les commentaires, puis de rendre son compte privé, mais Internet n'oublie pas.
Des captures d'écran ont circulé de toute façon. Son nombre d'abonnés a commencé à chuter. Les marques avec lesquelles elle espérait collaborer l'ont discrètement abandonnée. Même des amis de son cortège l'ont publiquement désabonné, l'une d'elles légendant son action par « Je ne peux pas cautionner ce genre de comportement ». Daniel ne s'en est pas mieux sorti. Bien qu'il ne soit pas très actif en ligne, son lieu de travail était en effervescence. La vidéo était arrivée sur un fil Reddit qu'un de ses collègues suivait, et le mardi, quelqu'un avait imprimé un mème de la vidéo et l'avait épinglé sur le tableau d'affichage de la salle de pause. Il entrait dans des conversations chuchotées. Les gens baissaient la voix quand il entrait dans une pièce. Un collègue a plaisanté pendant le déjeuner, « Et Dan, si je t'achète un café, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir avec toi ou je serai désinvité la semaine prochaine ?» Daniel n'a pas ri. Il a arrêté de venir travailler le jeudi. Claire est restée silencieuse. Elle n'a pas commenté, pas reposté. Elle ne s'est pas défendue ni n'a attisé le feu. Elle n'en avait pas besoin. Le monde avait déjà pris son parti. Ce qui l'a surprise davantage, c'est la réaction de sa famille élargie. Certains, bien sûr, ont essayé de rester neutres, ceux qui détestaient les conflits ou s'accrochaient à l'idée du pardon à tout prix. Mais de plus en plus ont commencé à la contacter directement. Tante Jeanne a laissé un message vocal, « J'ai toujours pensé que tu étais la colonne vertébrale de cette famille. Je le vois maintenant plus clairement que jamais. Oncle Richard a envoyé un email, si jamais tu organises ta propre fête, je veux une invitation. Et j'apporterai mon chéquier. » Même son père stoïque, difficile, rarement expressif a appelé un soir. Il ne s'est pas excusé directement, mais il a dit, je ne le voyais pas avant. Je le vois maintenant. Et je suis désolé que tu aies dû être celle qui nous le montre. Pendant des années, Claire s'était sentie comme une ombre dans sa propre famille. Quelqu'un dont on attendait qu'elle donne, qu'elle soutienne, qu'elle disparaisse quand cela arrangeait. Maintenant, pour la première fois, son absence avait du poids, son silence avait du pouvoir. Et le monde, littéralement, avait pris note. Claire ne s'attendait pas à le revoir. Du moins, pas si tôt, et pas comme ça. C'était un mardi pluvieux quand Daniel est arrivé. Sans prévenir, sans texto. Juste un coup discret à sa porte d'entrée. Quand elle a ouvert, il se tenait là, en jean et sweat à capuche qui collait, humide, à ses épaules, les mains enfoncées dans ses poches, les yeux rougis et fatigués. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste écartée pour le laisser entrer. Il ne s'est pas assis tout de suite. Il est resté près de l'entrée, comme un invité incertain de sa bienvenue. Elle est retournée au salon et a repris le pliage du linge sur le canapé. Sans se presser, sans jouer un rôle. Juste en laissant le silence s'étirer assez longtemps pour le forcer à rassembler son courage. Finalement, il a parlé. J'ai tout gâché. Elle n'a toujours pas répondu. Il a réessayé. Tu avais raison à son sujet. Surtout. Elle n'a pas levé les yeux, mais il pouvait dire qu'elle écoutait. Je savais qu'elle ne t'aimait pas, dit-il, la voix basse. Même avant les fiançailles. Elle disait que tu étais intimidante, que tu prenais toute la place. Elle te trouvait froide, distante. Disait que tu lui donnais toujours l'impression d'être inférieure. Claire a retourné un pull sur ses genoux. Elle n'a rien dit. Daniel a continué, arpentant légèrement la pièce. Au début, je t'ai défendu. Je lui ai dit que tu étais juste réservée, forte. Mais ensuite, elle a commencé à me demander de ne pas t'inviter à certaines choses. Disait qu'elle voulait garder le mariage petit, simple, paisible. Elle disait qu'elle voulait une journée sans drame, et que tu apportais une histoire. Sa voix s'est légèrement brisée sur ce dernier mot. Claire l'a regardé alors. Pas en colère, pas le cœur brisé. Juste fatigué. Je ne me suis pas assez opposé, a-t-il admis. J'avais peur. Je pensais que si je lui tenais tête, elle annulerait tout. Je pensais que je pouvais préserver la paix entre vous deux. Que si je laissais juste couler, les choses se tasseraient. Il a marqué une pause. Mais ce n'est pas arrivé. Claire a enfin parlé, sa voix calme, égale. Tu l'as laissé m'effacer. Daniel a dégluti difficilement. Oui. Pendant un moment, il n'y a eu que le bruit de la pluie tapant sur la fenêtre. Claire a plié une autre chemise. J'ai découvert quelque chose hier, a-t-il dit, plus hésitant maintenant. Quelque chose que j'aurais dû savoir il y a longtemps. Elle n'a pas demandé.
Elle a attendu. Daniel a expiré lentement. Elle parle toujours à Eric. Cela l'a immobilisé, juste une seconde. Eric. Le nom est tombé entre eux comme une vieille blessure qui se rouvrait. La mâchoire de Claire s'est crispée, mais elle n'a pas interrompu. Daniel a continué, ses mots hésitants maintenant. J'ai vu un message sur son iPad. Je ne fouinais pas, elle l'avait laissé ouvert. Ce n'était pas juste un salut, comment ça va? C'était aguicheur, familier. Elle lui a dit que ça lui manquait de parler à quelqu'un qui la comprenait vraiment. A dit qu'il était le seul à l'avoir jamais vraiment fait rire. Il a regardé Claire directement maintenant. Je ne savais pas. Je te le jure, Claire. Je n'aurais pas, si j'avais su à l'époque. Tu l'aurais épousé de toute façon, a-t-elle dit, le coupant pour la première fois avec intention. Pas accusatrice, pas émotive. Juste factuelle. Daniel a baissé le regard. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Ils sont restés en silence à nouveau. Claire a placé la dernière serviette pliée sur la pile à côté d'elle, puis s'est adossée au canapé. Je ne suis pas venu ici pour supplier, a-t-il dit. J'avais juste besoin de te dire que j'avais tort. Que je t'ai laissé tomber en tant que frère. Elle l'a étudié. Ce garçon qu'elle avait aidé à élever. Le garçon qui l'a supplié de vérifier sous son lit pour les monstres. L'homme qui était devenu un étranger pour préserver la paix avec quelqu'un qui ne pouvait même pas rester fidèle. Finalement, elle a dit, tu savais à quel point il comptait pour moi. Je le savais, a-t-il dit, les yeux brillants. Et je l'ai quand même laissé entrer dans notre famille. Et puis je l'ai aidé à t'en chasser. Il s'est frotté le visage des deux mains, honteux. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je ne voulais pas que tu apprennes pour Eric par quelqu'un d'autre. Claire a hoché la tête une fois. Ce n'était pas un pardon, mais c'était quelque chose. Il s'est levé alors, ne s'attendant pas à ce qu'on lui demande de rester. Je ne te dérangerai plus. Merci d'avoir dit la vérité quand personne d'autre ne le faisait. Il s'est tourné vers la porte, puis s'est arrêté. Elle n'a jamais mérité ce que tu lui as donné. Mais moi, je le méritais. Et je l'ai jeté. Claire est restée assise, immobile et calme. Et quand la porte s'est refermée derrière lui, elle a fermé les yeux un instant. Pas pour pleurer, mais pour respirer. Tout ce qui était brisé n'avait pas besoin d'être réparé. Certaines choses avaient seulement besoin d'être comprises. Le lendemain, Claire a retrouvé Vanessa pour un café. Elle ne s'était pas assise comme ça depuis des mois, pas depuis avant toute cette folie, avant que les fiançailles de Madison et Daniel ne jettent une grenade silencieuse dans les liens familiaux déjà tendus de Claire. Elles ont choisi un petit endroit niché derrière une vieille librairie, le genre de café où la musique est douce et les banquettes craquent avec l'âge. Vanessa a commandé une camomille. Claire n'a rien commandé du tout. Elle a fixé la vapeur qui montait de la tasse de Vanessa et a dit doucement. Je savais. Vanessa a levé les yeux. Tu savais quoi? La voix de Claire n'a pas vacillé. Que Madison était la fille pour qui Eric m'avait quitté. Je le savais depuis des mois. Vanessa a posé son thé lentement. Tu n'as jamais dit un mot. Claire a hoché la tête. Parce que qu'est-ce que ça aurait changé? Daniel ne m'aurait pas cru. Ma mère m'aurait dit de laisser tomber. Madison aurait joué l'innocente. Tu as déjà vu ça. Combien de fois ai-je pris la parole pour qu'on me dise que j'exagérais? Vanessa n'a pas répondu. Elle savait que c'était vrai. Claire s'est adossée à son siège, l'air plus âgé que d'habitude. Pas d'une manière fatiguée, mais d'une manière qui montrait clairement qu'elle portait des choses depuis trop longtemps. Je n'ai pas annulé le mariage à cause de ce qu'elle m'a fait dans le passé. Je l'ai annulé parce qu'ils n'ont même pas demandé pourquoi je partais. Ils n'ont jamais voulu l'entendre. Ils ont juste supposé que j'allais encaisser, comme toujours. Il y a eu un long silence entre elles, lourd mais pas inconfortable. Claire a continué, plus doucement maintenant. Je n'essayais pas de ruiner leur vie. Ce n'était pas ça. Je ne cherchais pas à les humilier. Si quoi que ce soit, j'en avais fini de faire semblant qu'ils ne m'humiliaient pas déjà. Les yeux de Vanessa se sont plissés. Alors, ce n'était pas une vengeance? Claire a secoué la tête. Pas de la manière dont les gens le pensent. Je n'ai pas annulé pour me venger d'eux. J'ai annulé pour arrêter de leur permettre d'agir ainsi. Il y a une différence.
Elle a croisé les bras et a expiré profondément. J'ai passé ma vie à accorder aux gens le bénéfice du doute, à laisser les choses aller, à trouver des excuses pour tout le monde sauf pour moi. J'ai vu mon propre frère s'éloigner de moi juste pour maintenir la paix avec une femme qui n'essayait même pas de cacher son mépris. Et j'ai laissé faire. Vanessa s'est penchée en avant, sa voix basse. Mais quand tu as découvert qu'elle parlait toujours à Eric, pourquoi ne pas le lui avoir dit alors? Claire a regardé par la fenêtre. Parce que Daniel n'apprend pas des avertissements. Il apprend de l'impact. Vanessa a cligné des yeux. J'ai essayé, Claire, a-t-elle dit. Toute ma vie, j'ai essayé de le protéger du favoritisme de nos parents, de ses propres angles morts. Mais il l'a choisi. Il a choisi le silence. Il a choisi le confort plutôt que la vérité. Et le confort est toujours plus bruyant, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ses doigts ont tapoté le bord de la table, une fois, 2 fois, puis se sont immobilisés. Je n'allais pas me battre pour une place où je n'ai jamais été la bienvenue. Je n'allais pas crier, ni supplier, ni me présenter sans y être invité pour faire une scène. J'ai simplement arrêté de payer pour le fantasme. Vanessa a hoché la tête lentement. Et maintenant? Claire s'est retournée vers elle, l'expression calme. Maintenant, il vit avec ses choix. Comme j'ai vécu avec les miens. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas blessé. J'en ai juste fini. Une compréhension silencieuse s'est installée entre elles. Pas de feu d'artifice, pas de catharsis. Juste la vérité. Claire a ajouté, presque après coup, il ne s'agissait pas de l'argent, ni du mariage, ni même de Madison. Il s'agissait de sortir enfin d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Elle a regardé Vanessa dans les yeux. Je n'ai pas détruit leur mariage. J'ai simplement arrêté de le soutenir à bout de bras. Et sur ce, elle s'est levée, a pris son manteau et est partie avant que le thé ne refroidisse. 1 mois plus tard, Claire a reçu un message de sa mère. Il était court, trop poli pour être sincère. Dînons ensemble ce week-end. Juste nous 3. Je pense qu'il est temps. Claire n'a pas répondu. Pas tout de suite. Elle a fixé l'écran un moment, puis a posé le téléphone sans un mot. La dernière fois qu'elle s'était assise à une table avec sa mère et Daniel, on lui avait demandé de se taire, de préserver la paix, de leur laisser leur moment. Ce moment était passé. La nouvelle de la séparation de Daniel et Madison avait circulé dans la famille. Le désastre du mariage n'avait été que le début. Ce qui a suivi disputes, reproches, vieilles vérités refaisant surface avait déchiré l'image qu'ils avaient si désespérément essayé de construire. Apparemment, Daniel avait déménagé. Madison était devenue silencieuse. Pas de publication publique, pas de photos de couple. Juste l'absence. C'était un effondrement silencieux. Pas de cris, pas de déclaration. Juste la lente érosion de quelque chose construit sur le semblant et l'orgueil. Claire était assise sur le porche de la maison de Vanessa ce soir-là, un verre d'eau à la main, regardant le ciel viré à l'orange brûlé. Vanessa l'a rejointe, s'installant dans la chaise en bois avec un soupir silencieux. « Ils ne vont pas bien », a dit doucement Vanessa. « Je sais », a répondu Claire, sans tourner la tête. « Tu n'es pas en colère ?» « Non », a dit Claire. « Plus maintenant. » Vanessa l'a regardé attentivement. « Tu n'as toujours pas vu ta mère. » Elle m'a invité à dîner. Et Claire a laissé échapper un petit souffle presque amusé. « Je n'y vais pas. » Vanessa a haussé un sourcil. « Tu es sûre ?» Claire a hoché la tête. « Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus l'impression de devoir mériter ma place à cette table. Et je ne me sens pas coupable de m'en éloigner. » Il y avait quelque chose de posé dans son ton. Pas d'amertume, pas de triomphe. Juste stable. Le genre de quiétude qui ne vient qu'après une tempête si bruyante qu'elle ne laisse derrière elle que la clarté. Vanessa a tendu la main et a doucement touché celle de Claire. « Je suis fier de toi. » Claire a souri, un sourire doux et privé. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» a-t-elle dit après une longue pause. J'ai passé des années à essayer d'être acceptée par des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je donnais assez, si je restais assez silencieuse, finalement, je serais assez. Et maintenant? Maintenant, je sais que le problème, ce n'était jamais moi, a dit Claire simplement. Elles sont restées en silence après ça,
écoutant le chant des cigales à travers les arbres. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Plus tard, alors que le soleil déclinait et que l'air du soir se rafraîchissait, Claire a dit au revoir à Vanessa et a pris le long chemin pour rentrer chez elle. Elle a garé sa voiture près du parc à la lisière de la ville, un endroit calme avec des sentiers sinueux et de larges chênes. Elle a marché lentement, sans destination, laissant ses pensées se poser au rythme de ses pas. Des enfants jouaient au loin, les échos de leur rire montant et descendant comme des vagues. Un couple de personnes âgées l'a croisé sur un banc, les mains étroitement liées. Le monde, comme toujours, continuait de tourner. Claire s'est arrêtée près d'une petite clairière où le soleil de fin d'été filtrait à travers les arbres, projetant de longues traînées dorées sur le sentier. Elle a levé le visage vers la lumière, la laissant réchauffer sa peau. Elle a fermé les yeux. Pendant des années, elle avait essayé d'appartenir, d'être la fille qu'il louait, la sœur qu'il respectait, la femme qu'il comprenait. Mais maintenant, seule dans le silence doré du soir, elle n'avait besoin de rien de tout ça. Elle s'appartenait à elle-même. Et pour la première fois de sa vie, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir sur la famille, le sacrifice et le fait de se défendre, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous apportons des histoires réelles, brutes et émouvantes qui touchent une corde sensible. Parce que parfois, la fiction dit la vérité mieux que les faits ne le pourraient jamais. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Claire? Auriez-vous annulé le mariage ou seriez-vous resté silencieux, pour préserver la paix? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tout le monde. Votre voix compte ici, et nous voulons l'entendre.